L'invité de Smart Impact, c'est Samuel Rebullard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes ingénieur agronome, agrégé de sciences de la vie et de la terre. Vous travaillez pour l'université Paris-Saclay et vous êtes membre du comité scientifique de l'association A Tree for You. Je veux bien qu'on commence par présenter cette association. Quelle est sa mission ? Alors, c'est une association loi 1901 qui collecte des dons, donc d'entreprises ou de particuliers, et en fait qui va sélectionner des projets de plantation d'arbres en France et à l'international, qui sont sélectionnés donc par un comité scientifique indépendant et qui va du coup attribuer ses dons à ces projets, donc avec une traçabilité et puis une transparence sur le devenir. Ça veut dire que si on prend une entreprise, par exemple, qui fait un don à Tree for You, elle sait précisément à quel projet ce don va aller contribuer ? Exactement. On peut donner des exemples. Safran Group, par exemple, a organisé un challenge à l'échelle mondiale. Ils ont défier leurs employés en leur disant est-ce que vous êtes capable de courir collectivement de la Terre à la Lune, et puis quand ils ont réussi, ils ont voté pour une association à qui il y avait un don qui était donné. On a eu la chance d'être élu, et ça a permis de financer un projet sur la mangrove au Mexique. Et après, deux fois par an, en fait, il y a un compte rendu qui est en ligne et puis qui est envoyé aux donateurs et qui leur permet de suivre ce que devient leur argent, les difficultés rencontrées, les succès. Et on a des photos, des journées de plantation qui sont toujours un peu festives. Voilà. J'imagine, c'est la concrétisation de tous ces efforts. Vous êtes donc membre de ce comité scientifique. Quel est le rôle du comité scientifique ? Est-ce que c'est de choisir les bons projets ? Parce qu'il y a parfois des critiques sur les projets de reforestation en disant on a fait parfois un peu n'importe quoi en plantant pas forcément les bonnes essences au bon endroit. Ouais. Alors c'est vraiment quelque chose d'important pour l'association, ce comité scientifique. Donc ce sont des scientifiques indépendants et bénévoles, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout intéressé au succès ni de l'association ni des projets. Nous sommes des universitaires, des chercheurs de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement ou du CIRAD. Et puis, en fait, on va dire trois grandes fonctions. La première, c'est d'identifier nos partenaires locaux de plantation, puisqu'on ne plante pas nous-mêmes. Donc, on identifie des partenaires qui sont bien implantés auprès des communautés locales, qui connaissent bien la flore locale, notamment les arbres qu'on peut planter et qui vont intéresser à la fois les bénéficiaires, qui vont être intéressants pour les services qu'on en attend derrière. Et puis, on va sélectionner les projets que ces partenaires vont planter. Et ensuite, on va réaliser le suivi. On a un suivi de 3 à 5 ans sur tous les projets. Donc, on ne plante pas des arbres qu'on laisse dans la nature. Voilà. Il y a un certain nombre de critères, la stabilisation des sols, évidemment la lutte contre le dérèglement climatique, peut-être aussi l'effet sur les communautés locales. Vous rentrez tout ça en fait, quelque sorte dans votre grille de lecture ? Exactement. En fait, on a 5 grands critères. La biodiversité. Bien sûr. Donc, commencer par là. La dimension biodiversité, c'est la plus complète et la plus compliquée aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la biodiversité de ce qu'on plante, qu'est-ce qu'on choisit comme essence sur place, pour quel bénéfice derrière. Il y a parfois des arbres forestiers, donc on va récupérer le bois d'œuvre au bout de 20, 30 ans, parfois plus, et puis des arbres qui vont donner des fruits dans 2-3 ans. Donc en fait, on essaye de regarder un petit peu tout ça, de s'assurer d'avoir des arbres autochtones le plus possible, ou qui sont bien implantés dans la région, parce que les arbres autochtones, c'est des arbres que la faune connaît, et donc qui vont pouvoir... Donc il y a pas mal de choses sur la biodiversité. Sur le climat, tout le monde parle que du carbone. Évidemment, nos arbres, ils vont stocker du carbone, notamment dans les mangroves, par exemple, où en fait, on va accumuler du carbone dans les sols, mais le carbone n'est qu'un des critères, des nombreux critères climatiques qu'on prend en compte. Notamment, on va s'intéresser... j'étais au Togo il y a quelques mois pour auditer un projet. Il y a une vieille dame qui me disait en 2 ans, j'avais suffisamment d'ombre pour pouvoir travailler au milieu de la journée. En fait, ça paraît rien vu d'ici, mais quand il fait 35 degrés en plein soleil, on ne travaille pas au milieu de la journée, on travaille à 6 heures du matin, on travaille un peu le soir. Et là, en fait, le seul fait d'avoir des ombrages sur ces cultures de manioc et de maïs, eh bien, ça lui a permis effectivement de travailler dans la journée. Donc, il y a aussi un effet, par exemple, sur le cycle de l'eau, la régulation du cycle de l'eau. L'eau fait partie des critères à part entière. Donc, à la fois régulation du cycle, à la fois lutte contre la pollution des eaux, les effets de filtration. Encore une fois, les mangroves sont pas mal pour ça. Et puis le sol, l'érosion des sols. Et puis bien sûr, qui est sans doute un des principaux critères qu'on regarde, c'est l'adaptation aux cultures locales et pour les populations, c'est-à-dire quels bénéfices les populations locales vont en tirer. Est-ce que les populations sont demandeuses
de ces plantations et vont participer. Dans tous nos projets, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui plantent. D'accord ? Donc on a vraiment ces critères sociaux, on va dire, qui sont très importants. Il y a des projets en France aussi ? Oui, donc on a un peu plus de 60 projets dans le monde, la moitié en France, une trentaine, et puis l'autre moitié internationale sur Amérique du Sud, un petit peu Amérique du Nord, Asie, Afrique. Alors je vais prendre un exemple en France, un projet pédagogique de forêt mellifère en Lozère. Oui. C'est alors, plein de questions, hein. Combien d'arbres plantés, quelle ambition ou quel objectif ? Alors c'est Red by SFR qui finance, donc c'est une entreprise aussi, qui est à l'origine, ils ont un souhait de travailler à la reforestation en France. Donc le projet, c'est qu'en fait on a une parcelle en Lozère qui a été plantée avec des pins qui se sentent mal, on est sur du calcaire et donc ces arbres sont plutôt en train de péricliter. Et donc l'idée c'est de replanter avec des essences intéressantes qui vont fonctionner localement. Donc on s'est appuyé sur ce que le parc local des Cévennes en fait, plante eux-mêmes et valorise localement. Et puis avec un autre critère qui est de nourrir finalement les abeilles le plus possible toute l'année. Alors quand on dit les abeilles, c'est pas les abeilles domestiques, hein, c'est les... Il y a 1000 espèces d'abeilles différentes en France. Donc là, c'est l'abeille noire des Cévennes, voilà, c'est ça ? exactement. Eux, ils sont très focalisés sur l'abeille noire des Cévennes parce qu'ils ont des ruches de ces abeilles-là. Mais tout ce qu'ils font, ça va aussi bénéficier à tous les pollinisateurs sauvages qui sont présents dans la région. Et l'idée, c'est d'avoir des fleurs un peu le plus possible toute l'année, du mois de mars au mois d'octobre, pour pouvoir nourrir en fait ces pollinisateurs. Alors, je cherchais le chiffre sur ce que représentent les forêts en France. 31% du territoire métropolitain aujourd'hui. Est-ce qu'on est plutôt dans une augmentation, je crois. Donc, est-ce que pour autant la forêt française, alors c'est une question peut-être un peu trop vaste et je m'en excuse, mais elle va bien ? Ou est-ce qu'elle souffre finalement de ce dérèglement ? Il y a des inquiétudes vis-à-vis du changement climatique. Oui. En fait, le changement climatique provoque des sécheresses et puis favorise certains parasites. On pense que le scolyte qui est en train de détruire la forêt vosgienne, il est favorisé par le changement climatique. L'encre sur le châtaignier dans les forêts parisiennes d'Île-de-France, c'est la même chose. Donc voilà, il y a des inquiétudes pour l'avenir. Donc l'idée, c'est de comment on va adapter cette forêt-là. Et une des réponses, c'est d'éviter absolument la monoculture, qui a été majoritairement réalisée au XXe siècle, où on avait une essence qui fonctionnait bien, et puis on plantait ça. Voilà. Donc l'idée, c'est de diversifier au maximum. Quand on diversifie, on réduit en fait le risque d'avoir un aléa qui affecte toute la forêt. C'est-à-dire qu'on va affecter qu'une essence parmi les nombreuses qu'on essaye de planter. Ouais, d'où l'importance de ces programmes de reforestation sur lesquels vous travaillez en France. On va voyager avec vous, on va partir en Colombie avec un projet pour la conservation des paramos. Alors j'avoue, je ne sais pas de quoi on parle. C'est quoi les paramos ? Alors en fait, ce sont des systèmes agricoles locaux, voilà, qui en fait vont permettre, qui sont agroforestiers, c'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des arbres qui vont être plantés pour produire du bois d'œuvre dans quelques années, donc plutôt des décennies, 10 ans, 20 ans, c'est plutôt pour les enfants ou les petits-enfants qu'on plante ces arbres. On les plante plutôt en bord de parcelles agricoles, et puis on va avoir des projets plus agroforestiers, c'est-à-dire avec des fruits qui vont être immédiatement commercialisables. Alors quand je dis immédiatement, c'est 2-3 ans pour le début de production de fruits, et assez rapidement, en fait, on va avoir des fruits effectivement qui vont pouvoir venir soit en autoconsommation, donc pour améliorer l'alimentation quotidienne, soit pour améliorer les revenus quand ils vont être vendus sur les marchés. Alors justement, je voudrais qu'on termine là-dessus, il nous reste un peu plus d'une minute, sur le défi social aussi, parce qu'on parlait des populations locales. L'idée, c'est aussi de réduire parfois les inégalités qui peuvent exister. Oui, et puis surtout de créer des compléments de revenus et tout un tas d'autres facteurs qui sont positifs. On parlait des conditions de travail tout à l'heure avec l'effet microclimatique. Mais au Togo, pour reprendre cet exemple, je rencontre un couple qui m'explique qu'en coupant 3 arbres plantés il y a 20 ans avec notre partenaire local, eh bien en fait, ils vont financer les études de leurs enfants à l'université. Donc, parce qu'en fait, ces arbres, ce sont des arbres semi-précieux qui sont très recherchés localement et qu'en réalité, les arbres poussent vite au Togo. Et donc, on a ces bénéfices très, très rapides et on voit qu'on change la vie des gens. C'est-à-dire que l'effet de levier, par rapport à notre investissement à nous, l'effet de levier, il est considérable. Merci beaucoup, Samuel Rebullard, et bon vent à Tree4You. Et donc, les entreprises, celles et ceux qui nous écoutent, peuvent, on l'a bien compris, participer à vos programmes. Allez, on continue de parler de la lutte contre la déforestation dans notre débat.